Bienvenue. Aujourd'hui, on part explorer un monde un peu englouti, on pourrait dire, par le temps, par la jungle. Imaginez ça. Des pyramides, des palais, même des villes entières restées cachées pendant des siècles sous la forêt tropicale d'Amérique centrale. Un héritage incroyable qui commence tout juste à nous parler. Oui, c'est une image très juste. Ça correspond bien à la réalité de la civilisation maya. Il faut se rappeler que cette civilisation est apparue vers 2000 avant notre ère. Son apogée, c'était entre 250 et 900 après Jésus. Et ça couvrait un territoire immense. Le sud du Mexique, le Guatemala, le Belize, et puis aussi une partie du Honduras, du Salvador. Et puis, vers le 9e siècle, il y a eu un changement. Un déclin rapide dans certaines grandes cités, une transformation profonde, ça reste un peu mystérieux d'ailleurs. Surtout que la jungle a tout recouvert après. Beaucoup de sites sont restés scellés. Et c'est justement cette histoire qu'on redécouvre aujourd'hui qu'on va explorer ensemble. Notre objectif, c'est de regarder de près les découvertes archéologiques toutes récentes, celles de 2024, 2025, des découvertes souvent surprenantes qui nous donnent un nouvel éclairage sur les Mayas. On va voir comment des technologies assez nouvelles permettent de lire le paysage différemment. Et puis, qu'est-ce que ces trouvailles nous apprennent sur l'ampleur, l'organisation et l'ingéniosité, oui, de cette civilisation? Pour ça, on s'appuie sur les recherches les plus récentes. Tout à fait. Et ce n'est pas juste pour ajouter quelques points sur une carte. Ces découvertes, elles sont vraiment en train de redessiner notre compréhension de la société maya ancienne. Ça va bien au-delà des clichés qu'on a parfois. Il y a une vraie effervescence en ce moment dans les études mayas. C'est passionnant. Alors, commençons ce voyage au Guatemala, dans la région du Petén, au nord. C'est une zone de forêt tropicale très dense. Et elle s'est révélée incroyablement riche en vestiges ces dernières années. On parle de plusieurs cités carrément inconnues jusqu'ici, qui ont été repérées. L'une d'elles, Los Abuelos, découverte en mai 2025, a l'air particulièrement importante. Ah oui, Los Abuelos, c'est une découverte majeure. Déjà par son âge, les premières traces d'occupation, ça remonte à presque 3000 ans. On est dans la période préclassique, vers 800 à 500 avant Jésus-Christ. C'est bien avant l'apogée des cités très connues comme Tikal ou Palenque, qui sont, elles, de la période classique. Donc 800 avant Jésus-Christ et on a déjà des constructions monumentales. Qu'est-ce qu'on a trouvé exactement là-bas? On a trouvé les bases de pyramides. Bon, elles sont très abîmées. Effondrées, c'est sûr, mais aussi de grandes places. Elles servaient sans doute pour les cérémonies, les rassemblements. L'organisation générale du site, ça suggère vraiment que c'était déjà un centre religieux et politique important à cette époque ancienne. Ça nous force un peu à revoir la chronologie, vous voyez, l'émergence de la complexité urbaine chez les Mayas. Et sa position géographique, elle est intéressante aussi, non? Il me semble qu'elle n'est pas toute seule. Non, non, effectivement. Le Sabuelos est à seulement 20 km du Huaxactún, un autre site maya très important, connu pour son observatoire astronomique ancien. Cette proximité, ça laisse penser qu'il y avait déjà une occupation humaine assez dense et une sorte d'organisation régionale bien plus tôt qu'on le pensait pour le préclassique. Le Sabuelos, rien que ce site, ça remet en cause l'idée qu'on avait de centres un peu isolés qui émergeaient lentement. Mais attendez, ce n'est pas tout. Les recherches dans la même zone ont aussi révélé 2 autres sites importants juste à côté, Petnal et Cambreyal. Ces 3 sites, Los Abuelos, Petnal, Cambreyal, sont vraiment très proches. On parle de 5 à 10 km de distance seulement entre eux. Les archéologues parlent maintenant d'un triangle urbain. Un triangle urbain, en pleine jungle préclassique. Qu'est-ce que ça nous apprend de nouveau sur leur organisation, cette configuration? Ça suggère un niveau d'intégration, d'interaction beaucoup plus fort qu'on l'imaginait pour cette période. On peut penser à des liens politiques, des échanges économiques, peut-être des cérémonies religieuses communes. Ou même une gestion coordonnée de l'espace, des ressources, comme l'eau par exemple, entre ces centres si proches. Ça dessine une carte de la région bien plus complexe. Un vrai réseau, quoi, au cœur de la forêt. Et j'imagine que chaque site de ce triangle avait ses propres spécificités. Exactement. À Petnal, par exemple, les archéologues ont dégagé une pyramide qui fait encore 33 mètres de haut. C'est assez remarquable. Et surtout, elle était décorée de fresques murales polychromes. On a aussi trouvé un autel cérémoniel assez spécial en forme de grenouille. Une grenouille. Sculptée dans la pierre comme autel, ça pouvait vouloir dire quoi? Alors, la grenouille, dans beaucoup de cultures de Mésoamérique, elle est très liée à l'eau, à la pluie, et donc à la fertilité, au cycle de la vie. Le fait qu'elle soit là, bien en évidence, sous forme d'autel, ça suggère que des rites importants liés à ces thèmes avaient eu lieu à Petnal.
peut-être pour appeler la pluie ou célébrer le renouveau, quelque chose comme ça. Et Cambréal alors? Le troisième sommet du triangle, Cambrayal, ça nous montre une autre facette de leur ingéniosité, plus tournée vers le quotidien, l'infrastructure. En fouillant les restes d'un bâtiment, on pense que c'était un palais, on a découvert un système de gestion de l'eau hyper élaboré pour l'époque. Il y avait un réservoir sur le toit pour récupérer l'eau de pluie, et elle était ensuite distribuée par des canalisations cachées dans les murs. C'est une preuve assez incroyable de leur maîtrise de l'ingénierie hydraulique, pour l'assainissement, l'approvisionnement en eau, même dans les résidences de l'élite. C'est fou de voir ce niveau de planification de technique il y a presque 3000 ans, et dans un environnement aussi difficile que la forêt tropicale. Au-delà de l'architecture, j'imagine que les fouilles sur ces sites ont aussi ramené pas mal d'objets et d'artefacts. Ah oui, absolument. Et ces objets, ils sont cruciaux pour essayer de reconstituer la vie dans ces anciennes cités. On a trouvé une grande variété de choses. Par exemple, des petites statuettes en céramique. Elles représentent un couple, peut-être des ancêtres fondateurs ou des figures importantes. Ça renforce l'idée du culte des ancêtres qui était bien présent. Et puis l'hôtel Grenouille de Petznal dont on parlait, ça pointe vers des rites bien spécifiques. Il y a aussi une découverte qui pourrait être vraiment clé pour l'histoire de ces lieux. Une stèle avec des inscriptions. Oui, une stèle avec des glyphes. C'est l'écriture maya, vous savez, ces symboles complexes. Elle est en cours d'étude par les épigraphistes. Le déchiffrement de ces inscriptions, c'est toujours un moment excitant, parce que ça pourrait nous donner les noms de rois locaux, des dates importantes, parler d'alliances, de guerres, ou même d'événements mythologiques liés à ces cités qu'on ne connaissait pas du tout. C'est comme une petite fenêtre sur leur histoire écrite. Et pour comprendre la vie de tous les jours, le commerce, qu'est-ce qu'on a? Alors, les céramiques polychromes, typiques des Mayas, il y en a beaucoup. Mais on trouve aussi des objets qui montrent des échanges sur de longues distances, comme des coquillages marins percés. Ils servaient de bijoux ou d'objets de voleurs. Ces coquillages ayant dû voyager des centaines de kilomètres pour arriver là, au milieu du Pétène. Et puis il y a les outils plus courants, des pointes de flèches en silex ou en obsidienne, des outils en pierre polie pour l'agriculture, l'artisanat, bref, tout ce qui fait la vie matérielle. Vous parliez aussi de mobilier funéraire. Oui, les tombes, surtout celles des élites, donnent souvent des infos très précieuses. Dans certaines tombes de la région, on a trouvé un mobilier assez riche. Des vases décorés qui contenaient peut-être des offrandes, d'autres bijoux en coquillage, en pierres semi-précieuses, des armes d'apparat, et parfois même des restes d'animaux symboliques importants, comme des os de grands félins, sans doute des jaguars. Le jaguar, c'est lié au pouvoir, au monde spirituel chez les Mayas. La nature de ces objets, leur richesse, ça nous renseigne directement sur la hiérarchie sociale, les croyances sur l'au-delà, le statut des personnes enterrées là. Chaque objet, c'est une pièce du puzzle, en fait. C'est vrai que ces découvertes sont fascinantes, mais ce qui rend cette période aussi excitante pour l'archéologie maya, c'est la façon dont on fait ces découvertes maintenant. La technologie y est pour beaucoup. Ah oui, c'est indéniable. L'outil qui a vraiment tout changé ces 10 dernières années, c'est le LIDAR. LIDAR, ça veut dire Light Detection and Ranging. Expliquez-nous un peu comment ça marche concrètement. Comment un laser peut nous montrer des ruines cachées sous des arbres? Le principe est assez simple en théorie. On a un avion ou un drone avec un scanner LIDAR. Il survole la zone qu'on veut étudier. L'appareil envoie des milliers, des millions même, d'impulsions laser par seconde vers le sol. Une partie de ces impulsions rebondissent sur les feuilles, les branches, mais une autre partie arrive à passer à travers, à atteindre le sol et elle est renvoyée vers le capteur. En mesurant très précisément le temps que met chaque impulsion à faire l'aller-retour et en connaissant la position exacte de l'avion grâce au GPS, on peut calculer l'altitude de chaque point touché au sol. D'accord. Et le résultat final, c'est quoi? C'est une carte topographique hyper détaillée du sol nu. C'est comme si on avait enlevé numériquement toute la végétation. Et ce défrichage virtuel, ça révèle les moindres petites anomalies du relief. Les fondations des bâtiments, les remblais qui correspondent à d'anciennes routes, les terrasses agricoles, les canaux, bref, toutes les structures construites par l'homme qui étaient complètement invisibles sous la forêt. C'est un peu comme avoir des super pouvoirs pour un archéologue, ça. Il y a eu des exemples d'utilisation à grande échelle qui ont vraiment marqué. Oui,
Un des projets les plus spectaculaires, c'était au Guatemala, mené par la fondation Pacunam. Ils ont scanné au lidar plus de 2100 km² dans le Petén. Les résultats, publiés il y a quelques années, étaient bluffants. Ils ont révélé des dizaines de milliers de structures mayas inconnues. Ça a montré une densité d'occupation et une complexité d'aménagement du territoire, routes, systèmes hydrauliques, fortifications, bien plus grandes que ce qu'on imaginait. Même autour de cités qu'on connaissait déjà. Ils ont découvert des chaussées surélevées, les fameux sacs bèves, qui reliaient les cités entre elles sur des kilomètres. J'imagine le choc pour les chercheurs. Et cette technologie LIDAR, on l'utilise seulement pour des projets archéologiques spécifiques? Pas forcément, et c'est là que ça devient encore plus intéressant. Parfois, des données LIDAR existent déjà. Elles ont été collectées pour autre chose, pour étudier les forêts, faire des cartes, gérer les ressources. Et un archéologue malin, Luc H. Thomas, a eu l'idée, par exemple, d'analyser des données LIDAR publiques qui avaient été faites au Mexique pour la gestion forestière. En regardant ces données avec son œil d'archéologue, il a repéré une énorme cité maya inconnue. Il l'a appelée Valeriana. Plus de 6600 constructions sur une zone immense. C'est une mine d'or potentielle pour les archéologues qui savent où chercher dans ces données. Réutiliser des données existantes, c'est une approche super efficace en effet. Le LIDAR a l'air d'être la star donc, mais est-ce qu'il travaille tout seul? C'est souvent l'outil de découverte au début. Mais il est souvent complété par d'autres technologies sur le terrain. Une fois qu'on a repéré un site au lidar, qu'on l'a un peu dégagé, on peut utiliser la photogrammétrie par drone. On prend des centaines de photos sous différents angles et ça permet de créer des modèles 3D très précis avec les textures, des structures visibles. Il y a aussi le radar à pénétration de sol, le GPR. Ça envoie des ondes radio dans le sol et ça analyse l'écho pour détecter des choses sous terre, des murs enfouis, des tombes, des cavités, avant même de creuser. Et puis, les photos aériennes et satellites à haute résolution, ça reste utile pour avoir une vue d'ensemble. Un des gros avantages de ces méthodes, LIDAR en tête, c'est qu'elles permettent de voir sans avoir à tout défricher ou à tout creuser tout de suite, c'est ça? Exactement. Ce sont des méthodes non invasives ou très peu invasives. Ça permet de cartographier, d'identifier les zones les plus intéressantes, de comprendre l'organisation d'un site ou d'une région avant de décider où on va concentrer les fouilles. Parce que les fouilles, ça coûte cher en temps, en argent, et puis par nature, c'est destructeur. Donc là, ça permet une archéologie plus ciblée, plus rapide pour la reconnaissance et aussi plus respectueuse des sites sur le long terme. Bon, si on met tout ça bout à bout, les nouvelles cités comme le Sabuelos, Petnal, Cambrayal, les artefacts, et puis cette puissance du lidar, quel nouveau portrait de la civilisation maya ça nous dessine? Ça affine notre vision et ça la rend beaucoup plus complexe. D'abord, ça confirme bien que la civilisation maya était d'une échelle et d'une sophistication comparables à celle d'autres grands empires de l'Antiquité. L'ingénierie hydraulique, l'urbanisme planifié sur des territoires immenses, la capacité à modifier l'environnement pour faire vivre une population dense, tout ça place vraiment les Mayas parmi les sociétés les plus complexes de leur époque. On parle même de réévaluation du nombre d'habitants qui sont assez spectaculaires. Oui, le fait d'identifier, grâce au lidar, d'immenses zones de terrasses agricoles, des réseaux de canaux, une densité d'habitat même dans des zones qu'on pensait vides avant, ça a poussé beaucoup de spécialistes à revoir les estimations à la hausse. Avant, on parlait peut-être de 5 millions de Mayas à l'apogée, au classique. Maintenant, les estimations basées sur ces nouvelles données, elles suggèrent plutôt 10 à 15 millions d'habitants, voire plus selon certains calculs. C'est un changement d'échelle énorme. Passer de 5 à 10 ou 15 millions. Ça a des implications gigantesques sur leur organisation sociale, politique, leur impact sur l'environnement aussi. Absolument. Ça implique une organisation sociale et politique capable de gérer autant de monde, de mobiliser la main-d'œuvre pour des travaux énormes, de maintenir des réseaux d'échanges complexes. Et ça souligne encore une fois leur ingéniosité agricole, leur capacité à adapter, à transformer leur environnement tropical pour le rendre productif. Bien sûr, ça pose aussi la question de la durabilité de ce système sur le très long terme. C'est d'ailleurs une des clés pour comprendre la transformation du IXe siècle. C'est vrai que cette multiplication des découvertes, c'est exaltant. Mais ça soulève aussi une question un peu plus sombre. Comment on préserve tout ce patrimoine immense qui sort de terre, enfin, de sous la forêt? Oui, c'est le revers de la médaille, malheureusement. Chaque nouvelle découverte est une merveille, c'est sûr. Mais ça met aussi en lumière à quel point ces milliers de sites sont vulnérables. Plus on en connaît, plus on mesure l'ampleur de ce qui est menacé. Quelles sont les menaces les plus graves aujourd'hui? Elles sont multiples, malheureusement.
La déforestation, c'est l'une des pires, surtout dans des régions comme le Petén au Guatemala ou certaines zones au Mexique. L'avancée de l'agriculture, de l'élevage, l'exploitation forestière illégale, les incendies, tout ça détruit la forêt qui protégeait naturellement les sites. On estime que certaines zones perdent plus de 10% de leur forêt chaque année. Et une fois que les vestiges sont à découvert, ils sont beaucoup plus vulnérables à l'érosion et au pillage. Le pillage, l'autre grand fléau de l'archéologie. Oui, et ça reste une menace constante. Les sites qu'on découvre, ils sont souvent isolés, difficiles à surveiller. Ce sont des cibles parfaites pour les réseaux de trafiquants d'antiquités qui alimentent un marché noir international. Chaque stèle qu'on casse, chaque tombe qu'on profane, chaque objet qu'on arrache de son contexte, c'est une perte d'informations scientifiques et culturelles irréversible. C'est pour ça qu'il est vraiment crucial de soutenir non seulement la recherche archéologique elle-même, qui documente et étudie ces sites, mais aussi les efforts de conservation, de surveillance et de sensibilisation des populations locales. Et nous, si on s'intéresse à ce patrimoine, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? Même un petit peu. Déjà, s'informer, faire connaître l'importance de ce patrimoine et les dangers qu'il court. C'est une première étape importante. Ensuite, soutenir les institutions sérieuses, visiter les musées qui conservent et présentent légalement des collections mayas, par exemple, ça contribue à leur travail. Et puis, on peut s'intéresser aux initiatives, aux organisations locales ou internationales qui travaillent sur le terrain pour la recherche, la conservation et le développement durable avec les communautés locales. Un tourisme responsable, respectueux des sites, c'est aussi une forme de soutien. Pour conclure, ce que ces découvertes récentes nous offrent, c'est bien plus qu'une simple mise à jour de nos livres d'histoire finalement. C'est une rencontre renouvelée, plus intime peut-être, avec le peuple maya. À travers ces pyramides qui sortent de la jungle, ces objets qui nous racontent leur vie, leurs croyances, ces réseaux de villes que la technologie révèle, c'est toute la complexité, l'ingéniosité, mais aussi l'humanité d'une civilisation vraiment extraordinaire qui nous apparaît. Oui, et il faut bien voir qu'on n'en est sans doute qu'au début. Le potentiel de découverte reste immense, que ce soit grâce au lidar dans des zones pas encore explorées ou grâce aux fouilles sur des sites déjà connus ou même au déchiffrement lent des inscriptions qui restent. Chaque nouvelle trouvaille, c'est une promesse. La promesse de mieux comprendre la trajectoire de cette civilisation, ses innovations, ses défis et la façon dont elle a marqué durablement les paysages et les cultures de Mésoamérique. La jungle a été une gardienne patiente, c'est vrai, mais elle n'a pas eu le dernier mot. Alors qu'on admire cette ingéniosité des Mayas, leur capacité à maîtriser leur environnement, à bâtir des sociétés complexes, connectées, on ne peut pas s'empêcher de réfléchir un peu. Face aux défis écologiques, sociaux, de notre propre époque, l'histoire de leur adaptation, de leur transformation aussi, ça résonne d'une manière particulière, non Yves? Quels autres savoirs, quelles autres histoires la forêt tropicale garde-t-elle encore? Et que nous apprendra la prochaine grande découverte sur cette civilisation qui continue de nous fasciner et nous poser des questions?